merci à tous. Voilà, premier jour de reprise, et une reprise marquée par cette soirée de cérémonie, où on a le plaisir de réunir l'ensemble des établissements porteurs de projets expérimentaux, validés lors du comité de juin 2021, et quelques établissements également porteurs de projets innovants. Cette cérémonie de signature que vous présidez, monsieur le recteur, est le signe d'une dynamique pédagogique forte au sein de notre académie. C'est aussi le signe que cette année scolaire se veut, comme vous le disiez à la rentrée, être au cœur de nos missions éducatives et au cœur à nouveau de la pédagogie, pour replacer notre énergie au cœur de ces missions qui nous tiennent tous à cœur et qui sont aussi le résultat de l'engagement collectif des équipes. C'est une cérémonie qui montre le besoin de travail en équipe, le besoin de réseau, le besoin de partenariat avec la recherche, avec des associations et avec aussi des missions académiques comme le CASNAV ou la DAN. Donc 21 projets présentés, 14 projets expérimentaux qui se regroupent autour de 3 grands axes. La volonté de renforcer le parcours des élèves, d'accompagner à réussir et de vivre et apprendre ensemble. Et ces 3 axes cherchent à promouvoir l'équité, le climat scolaire, les valeurs, la créativité, la prise d'initiative et la coopération pour nos élèves. Merci à vous, monsieur le recteur, de présider ce temps fort. Merci à madame Kuhn, directrice adjointe de Seine-Saint-Denis. Merci à madame Debu, présente pour la future école académique de la formation. À toutes les personnes représentantes des projets et aux collaborateurs CARDI présents qui s'engagent dans l'accompagnement des équipes et des projets pour les faire grandir et les pérenniser. Je tiens simplement à excuser madame Charbonnel, notre DAFE qui est à l'IH2EF aujourd'hui, monsieur Pierre Grand, du Collège international à Noisy-le-Grand qui est excusé, et madame Carole Van Renterguen du Collège Matisse à Choisy-le-Roi qui n'a pas pu venir non plus. Merci beaucoup. D'abord, on est content d'être là physiquement, parce que l'année dernière on n'avait pas pu le faire, et pour les raisons qu'on imagine. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Sabine Kitten a repris le flambeau après Catherine Ferrier. Et donc je la remercie d'avoir pris cette charge qui est un sujet important. C'est un peu le cœur du réacteur. C'était dans l'Académie de Créteil. Si on n'avance pas du point de vue pédagogique, on s'effondre. Bon. Et alors, vous ne savez pas, c'est pas 21 projets que je vais présenter, mais 23. D'accord. C'est-à-dire, il y en a 2 dont personne ne sait rien. Parfait. Même pas vous. Voilà. Bon. Mais c'est en lien, ça n'est pas sans lien avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, par ailleurs, mais vous ne savez pas encore, on est en train de modifier totalement la formation continue dans l'Académie de Créteil. Pas seulement dans l'Académie de Créteil, mais c'est une commande de la DGESCO qui est de créer des écoles académiques de formation continue. École académique de formation continue, dans laquelle on réunit la formation premier degré, la formation deuxième degré, la formation des cadres, la DAFOR qui est le service support, et puis la CARDI. Avec un but totalement avoué, qui est le fait que ce qu'on fait dans le cadre de la CARDI, eh bien, ça puisse se transfuser sur tout l'ensemble du système. Parce que ce qui se passe dans les établissements, dans les circonscriptions, dans les écoles, c'est fabuleux et il ne faut pas que ça reste confidentiel. Bon, qu'on le fasse, c'est très bien, mais qu'on arrive à le transposer ailleurs, c'est peut-être encore mieux, sachant que c'est difficile de transposer parce que toutes les expériences menées sont des expériences qui reposent sur une équipe, sur une coopération, et comment on peut transposer ailleurs. On ne peut pas tout transposer. Mais enfin, avec l'école académique de formation continue, eh bien, on se donne un moyen que la CARDI puisse diffuser très très largement ce qui se passe. Et donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, tout à l'heure on va signer, mais je vais reprendre mes projets, presque un par un, en disant 30 secondes quelque chose sur chaque projet, et puis je parlerai du 22e et du 23e. Alors, un grand suspense. Qu'est-ce que ça c'est un peu dur. Non, mais
Voilà, mais bon, en fait c'est pédagogique, hein. C'est pour que vous suiviez jusqu'au bout, parce que j'ai bien conscience que libérer 21, ça va, bon, il peut y avoir une baisse d'attention. Donc si je vous dis attention 22e et 23e, eh bien c'est pour ranimer l'attention. Il se trouve que j'étais prof quelque part il y a très longtemps. Bon, il y a très bien. Alors, vous l'avez dit, il y a trois grandes thématiques. Alors, renforcer le parcours des élèves. Eh bien, naturellement, c'est extrêmement divers. Et alors, c'est quoi les projets? Parce que chacun connaît son projet, mais ne connaît pas celui des autres. Hein, voilà. Alors, il y a un projet qui est sur Crémaillel, sur Voissy-Crémaillel, avec le collège et l'école. C'est faire une classe à double niveau, CM2 6e. C'est intéressant de faire une classe à la CM2 6e parce que un de nos grands sujets, c'est finalement la transition. Et chaque année, c'est pareil. Eh bien, on a des élèves de CM2 qui étaient dans la polyvalence du maître et qui découvrent bien, le fait d'avoir tout plein de professeurs avec des vocabulaires différents, des demandes différentes. Et donc, un processus comme ça permet bien, de faire que la transition se passe en douceur. Et si en plus, on peut travailler à partir des résultats des évaluations sixièmes, alors là, c'est génial. C'est comme ça que vous faites? C'est exactement. Tout à fait. Et puis c'est du co-enseignement tout le temps, un enseignant du premier degré avec l'ensemble des enseignants du second degré, tout le temps, en co-enseignement, c'est du sixième. Voilà, et donc, pour le coup, c'est très intéressant parce que nos enseignants de collège ont beaucoup à apprendre des enseignants du premier degré et réciproquement. Voilà. Donc, si ça peut s'étendre, c'est bien. Alors, ensuite, on a une nouvelle organisation des horaires planchers du cycle 4 en EPS. Qui c'est qui représente le collège Jean Jaurès? Alors, c'est fondé sur quoi? C'est fondé sur une première observation très pratique, c'est que dans les emplois du temps, le système à 3 heures est difficile à mettre en place parce qu'on a un temps de trajet vers les installations qui réduit de manière drastique le temps d'EPS. On a essayé le cycle quinzaine, c'est-à-dire 2 heures hebdomadaires, 2 heures quinzaine, avec des activités différentes et les professeurs trouvent qu'ils perdent les élèves. Et si on rajoute une semaine de stage, un DNB blanc, les élèves ne progressent plus et oublient d'une semaine sur l'autre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si on faisait des cours de PS de 16 à 18 heures, on perdrait régulièrement une partie de nos effectifs sur ces cours de PS. Et donc, ce seraient des élèves qui ne feraient pas moins de PS sur la semaine. Et donc, ce système de redispatcher les heures en PS sur 4e, 3e permet aux élèves de progresser plus rapidement. Et on a par ailleurs plus d'élèves de 3e qui s'inscrivent à l'AS sur la fin du parcours au collège. Alors, sur le PS, il y a des choses déterminantes. Hein. Le confinement a été dramatique sur les performances physiques des élèves. On est en train de fabriquer une génération de culs. Et alors, tout ça me fait penser à un travail qui a été mené par l'Observatoire de l'éducation prioritaire d'un côté sur les pratiques de PS en éducation prioritaire qui ont fait l'objet d'un rapport qui sera présenté courant du mois de novembre. On est d'ailleurs la seule académie à avoir un observatoire de l'éducation prioritaire qui chaque année fait des monographies qui sont extrêmement intéressantes, que je diffuse d'ailleurs à tous les rectorats, et avec des retours des recteurs qui sont très, très chaleureux. Alors, ensuite, M. Grand n'est pas là, il y a la réduction des cours à 45 minutes pour permettre la mise en place de projets transversaux et de parcours. Ça, il va falloir vraiment l'évaluer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans un cours à 45 minutes qu'on ne fait pas dans un cours à 55 minutes, et comment on réorganise sa progression dans le cadre d'un cours à 45 minutes. Alors, avec le temps qu'on récupère, on peut faire autre chose, du transversal, de l'accompagnement d'élèves, mais comment construire un cours en 45 minutes qui soit un cours qui ne soit pas simplement 10 minutes de moins. C'est-à-dire quel scénario pédagogique on crée dans un espace de 45 minutes, donc dans un temps plus ramassé qui profite aux apprentissages des élèves.
Alors ensuite, il y a entre le collège Jean Beaumont et le lycée Blaise Pascal du Mont le parcours scientifique pour renforcer les apprentissages. Donc c'est un projet qui est fondé sur les sciences et sur l'orientation. C'est ça. Avec, je suppose, une problématique derrière tout ça, c'est les filles et les sciences. Oui, et puis donc on rajoute cette année, on avait déjà initié pas l'année dernière, parce que l'année dernière tout a été mis entre parenthèses, mais l'année précédente, une classe à double niveau 3e seconde sur des thématiques, seconde GT, sur des parties du programme commune de l'atome à l'organisme. Et là, cette fois-ci, on rajoute une classe de seconde professionnelle avec des enseignants de voie professionnelle qui vont travailler en co-enseignement avec les professeurs de la voie générale et de la voie de 3e. Et du coup, ça permet aux enseignants de... On voit bien que déjà, les attendus pour un enseignant de seconde générale ne sont pas les mêmes que pour un enseignant de 3e. Donc jusqu'à présent, ils ont bien cerné parce qu'ils ont commencé à travailler ensemble, mais le fait de pouvoir amener cette année des enseignants de voie professionnelle qui sont habitués à des élèves qui sont plus en difficulté, qui travaillent par compétences en notation chiffrée, ils vont pouvoir enfin travailler plus avant sur la liaison, donc 3e seconde, et sur l'orientation, et sur les sciences, bien entendu. Bon. Alors, moi je trouve ça très intéressant parce que en plus, moi j'ai un véritable sujet qui s'appelle l'évaluation des élèves dans les matières scientifiques au collège et au lycée. Est-ce que c'est normal qu'un élève de collège qui a 13 dans les matières scientifiques au collège se retrouve à avoir 6 à la fin du premier trimestre? Parce que, et avec parfois des collègues enseignants qui trouvent ça normal. Donc, travailler sur la continuité de l'évaluation à travers une 3e seconde, eh bien, je trouve ça très intéressant. Et y associer les collègues de lycée professionnel qui travaillent sur compétences, eh bien, il me semble que ça enrichit bien le système. Alors ensuite, école Jules Ferry et collège Polytechnique à Bagnolet, le laboratoire de mathématiques interdegrés. Qui c'est qui? Alors ça marche comment? Alors je suis monsieur le président, l'inspecteur de Bagnolet. Voilà, donc le principe étant de renforcer évidemment la collaboration entre les CM2 et les 6e. L'idée c'est de faire alors ils appellent ça un laboratoire, c'est ça, des temps communs de réflexion vraiment sur les mathématiques. Bon, évidemment c'est en lien avec les résultats des évaluations, voilà, qui sont à l'image de, en tout cas dans ce collège-là particulièrement défavorable. Et c'était aussi pour le collège de la part de la principale, puisque voilà, c'est elle qui a initié le projet avec c'était aussi de réactiver, de remotiver les professeurs de mathématiques qui étaient très peu actifs quand on faisait les conseils d'école, collège, etc. Parce que voilà, à chaque fois, l'idée c'était ça, c'était de remobiliser les troupes. Et on a surtout 3 enseignants de l'école à côté qui sont très volontaires et qui sont, elles, les porteuses du projet, qui sont allées démarcher les professeurs et qui ont réussi à... Donc l'idée c'est d'avoir aussi des formations communes et de travailler sur l'enseignement des mathématiques CM2, 6e. Alors on a un gros sujet mathématique dans la qualité. Pour faire court, en général aux évaluations 6e, les académies ont le même rang en français et en mathématiques, la convergence des deux. Sauf pour Créteil et la Corse, où les résultats en français sont dans le 3e quart et les résultats en mathématiques sont dans le 4e quart. Avec le même diagnostic sur l'évaluation CP, l'évaluation C20, l'évaluation 6e, les notes de DNP et les tests de positionnement ensemble. C'est-à-dire que, en gros, les mêmes élèves qui sont en échec au CP sur les mathématiques, si on ne fait rien, ça sera eux qui auront des notes très très basses au DNP et qui auront des tests de positionnement très faibles. Donc le fait de travailler là-dessus en lien école-collège, c'est-à-dire à partir des évaluations 6e, que peut le collège en amont, que peut l'école en amont, que peut le collège en aval, eh bien ce sont des sujets extrêmement importants, et en particulier un domaine sur lequel on est très très mauvais dans l'Académie de Créteil, qui est la résolution de problèmes. Et là-dessus, et on voit ça dès le CP. Donc travailler là-dessus, c'est effectivement très important. Alors ensuite, il y a accompagner à réussir, construire sa pensée grâce au jeu École Pasteur à Bondy. Alors qu'est-ce que vous faites? Ce que j'ai proposé, c'est
d'utiliser le jeu. En fait, c'est 4 outils que je mets en œuvre dans toutes les classes avec toute l'équipe pédagogique. Et les outils, ce sont le jeu pour avoir une expérimentation, pour que les enfants vivent l'expérience du jeu, élaborent des stratégies, l'oral, une grande part de l'oral à travers ces temps-là, une grande part dédiée à tout ce qui est méthodologie, explicitation, métacognition, travail sur l'erreur. Et puis pour l'écriture, c'est un nouvel outil qui est travailler la langue à travers les idéogrammes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le barrage de l'encodage et du décodage. Et on travaille le sens de la phrase pour expliquer un point d'arrêt, pour expliquer une stratégie à travers ces idéogrammes. Et après on encode évidemment. Et quand on travaille la langue, on n'a pas ces barrières qui en plus sont des barrières absolument infranchissables. Donc vous passez par des détours pour revenir aux fondamentaux. Absolument. Voilà. Donc est-ce que les élèves sont contents? Les élèves sont très contents. Et puis on voit qu'ils assimilent du lexique, un lexique précis, qu'ils mémorisent des formes syntaxiques stables, simples puis complexes. Donc voilà, toute l'équipe de l'école joue le jeu depuis 2 ans maintenant, c'est la 3e année. Très bien. Alors ensuite, on a ce qui se passe dans la circonscription de Galifi-Monde sur le développement de la métacognition. Qui c'est qui en parle? Alain Deneuil, je suis inspecteur de la circonscription. Voilà, l'enseignant porteur du projet, c'est un enseignant pédagogique qui a soutenu une thèse sur les appuis mentaux en musique. Il a travaillé auprès de musiciens. Et donc, il a travaillé avec l'Institut Pasteur. Et le projet, c'est de se servir des apports de cette recherche pour aider les élèves les plus en difficulté à prendre conscience de leur processus d'apprentissage et de ce qui peut leur servir à mémoriser, ce qu'on appelle les appuis mentaux. D'accord. Et vous faites ça depuis combien de temps? Alors, en fait, il a commencé de façon informelle l'an dernier, et là, on a souhaité le formaliser à travers un projet innovant. Et donc là, il commence, un calendrier a été établi, il a pris des contacts avec 2 groupes d'enseignants, un groupe qui participeront de façon très investie dans le projet, et un groupe d'enseignants un peu témoins, auprès desquels il interviendra pour des conseils. Voilà. Et tout cela avec aussi l'Institut Pasteur. Très bien. Alors ensuite, il y a le projet du Collège Courbet à Perfit. C'est construire un projet personnel dans le cadre des pédagogies actives. Qui c'est qui en parle? Donc, je suis Marie-Laure Ferry, j'arrive sur le poste au Collège Courbet. Donc, c'est un projet qui a été initié particulièrement par un professeur de mathématiques qui a souhaité complètement réorganiser les salles de classe, et il a commencé par sa propre salle de classe, et plusieurs professeurs de l'équipe ont souhaité le suivre là-dessus, et une salle de classe est organisée en plusieurs pôles où le cours se déroule, et il y a plusieurs pôles d'activités, d'exercices, d'apprentissage avec du matériel pédagogique et du mobilier extrêmement différents pour créer des temps de travail différents. Et chaque élève a pour but, je donne là un titre d'exemple, de mener un contrôle et donc une évaluation sur telle semaine, et chacun choisit sa programmation au fur et à mesure de la semaine et de l'évolution de ses apprentissages. Et donc le mobilier Alors on a des espaces où les élèves sont sur des poufs et travaillent en coopération. On a d'autres espaces qui sont plus sur des grandes tables de travail, des grandes chaises de travail. Là, ils sont plus sur de la manipulation, et voilà, ça se décline sur 5 ou 6 espaces et donc, différents. tout ce mobilier-là est payé par le conseil départemental? Oui, exactement. Alors, ensuite, on a pensé le conseil de classe autrement avec la semestrialisation. C'est Collège à Pyramide à Lieusaint et Henri Baptiste a choisi. D'accord. Alors, pour Lieusaint, la semestrialisation, ça a été le point de départ. Après, ce qui a été réorganisé, c'est que il n'y a plus de conseil de classe où on égrène les situations d'élèves. On travaille sur un mi-semestre où les enseignants rédigent des bilans uniquement avec une appréciation qui doit comporter un constat, un conseil, un compliment. À partir de là, sur les heures de vie de classe et sur des heures qu'on a prises sur l'autonomie, les élèves, à partir d'un document co-rédigé l'année dernière avec les professeurs principaux de 3e, le psy-EN
la CPE et moi-même, font l'analyse de ce qu'ils comprennent et des attentes des enseignants pour progresser. Ils se fixent 3 objectifs. Il y a une répartition des élèves sur les enseignants, c'est-à-dire qu'un enseignant va suivre par exemple 2 élèves sur des rendez-vous ponctuels par la suite pour voir l'avancée des objectifs. Sur la semaine qui aurait été dédiée au conseil de classe, ce sont des entretiens individuels de 20 minutes menés par le professeur principal en présence du psy-EN, de moi-même quand c'est possible, où on reçoit tous les élèves et leurs parents et où les 5 premières minutes sont consacrées à une co-rédaction de l'appréciation finale du bilan semestriel et les 15 autres minutes, on les utilise pour le projet d'orientation ou autres pour des élèves pour lesquels les projets sont ficelés. Ça va permettre de connaître l'élève et de pouvoir l'accompagner plus individuellement. Et pour les très bons élèves, ça a été très apprécié l'année dernière d'avoir également 20 minutes qui leur sont consacrées et pas un bilan qui est remis rapidement parce que tout va bien. Alors, plusieurs réflexions là-dessus. Donc, la semestrialisation, c'est pas un objectif, c'est une modalité. Elle était là quand je suis arrivée. Bon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des réunions avec les fédérations de parents d'élèves, en gros, tous les 15 jours. Et ils en ont beaucoup contre la semestrialisation. Parce qu'ils se disent, mais... et Rosette Dagord qui assiste à ces réunions pour en témoigner, ça revient à chaque fois, ils ont l'impression qu'ils sont dépossédés d'informations sur leurs enfants. Bon, donc la semestrialisation, c'est pas un but en soi, c'est une modalité dans une approche globale, comme vous l'avez très bien montré. Encore faut-il que les parents soient bien conscients de ça. Sachant que du coup, les parents ont 4 temps d'information sur puisqu'il y a les mi-semestres. D'accord. Donc c'est pas une semestrialisation, c'est une octo, je sais pas quoi. Voilà. L'année scolaire est coupée en 4 avec 2 bilans tels qu'ils doivent être produits pour la remontée dans les logiciels tels que Cyclade et autres pour les certifications du DNB et pour la moulinette à Felnet, et les 2 premiers temps qui sont à mon sens les plus importants puisque c'est là qu'on établit le plan de bataille pour progresser. Bon. Moi je suis frappé de voir combien le conseil de classe n'a pas changé depuis une éternité. Alors vous n'étiez pas nés tous. Quand en 1980, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Un conseil de classe très ordinaire, qui était un livre qui était des minutes d'un conseil de classe enregistré à l'insu de tout le monde et qui décrivait, qui expliquait. C'était abominable et ça a été monté en pièce de théâtre par le Théâtre National de Strasbourg 2 ou 3 ans après. Quand j'avais vu cette pièce, c'était absolument horrible. Bon, voilà, j'avais honte. Alors ensuite, on a... Il y en a d'autres. Ah, allez, oui. Merci, sinon j'allais en sauter 3. Alors, modifier les modalités de recrutement pour permettre à tous les élèves d'intégrer une filière d'excellence, collège international à l'Ouest migrant. Voilà, avec un sujet qui est comment faire de la mixité sociale à partir de filières d'excellence. Et pas être sur un recrutement dans lesquels on recrute des élèves sur des lettres de motivation écrites par d'autres. Voilà. Sachant qu'il y a une pression sur le lycée international, vous ne pouvez pas savoir comment. Je me suis fâché avec des amis de 30 ans parce qu'ils voulaient que j'intervienne pour faire entrer leur progéniture au lycée international. Et le simple fait de dire que j'interviendrai pas a fait que les gens n'étaient pas contents. Ils étaient prêts à me donner des chèques. Alors, réaliser son chef-d'œuvre en voie pro à travers la participation à un projet interdisciplinaire, interdegré, interacadémique sur le travail de mémoire grâce à la mise en voix et en chant des souvenirs de déportés. C'est le lycée Frédéric Bartholdi à Saint-Denis, madame professeure. Alors comment vous faites ça? C'est surtout les enseignants qui font ça. Madame Mamoun est là pour impulser, soutenir et aider, mais c'est vraiment un gros travail qui a été fait par les enseignants sur une classe de bac pro mode.
donc avec un chef d'orchestre qui a porté aussi le projet. Et donc ça a permis de travailler en tout avec 90 élèves de différents cycles différents, sur 2 académies différentes, sur Créteil et sur Paris, donc des élèves de CM2, des élèves de 3e et des élèves de Bac Pro. Voilà, donc ça a aussi impliqué un travail interdisciplinaire avec les métiers de la mode, les métiers de la maroquinerie, les métiers du bois et les disciplines différentes avec le français, l'histoire et puis la prof qui a porté le projet, l'enseignante qui a porté le projet, qui est une enseignante en PSE. Donc voilà, des projets interdisciplinaires, inter-académie, inter-cycle. Donc un projet très riche, très innovant et pas gagné d'avance puisque nos élèves étaient disons réfractaires au départ, hein, mais ils ont gagné en autonomie, en éloquence, puisqu'on travaille aussi avec l'école de la réussite de Paris 8, et donc nous avons des étudiants qui viennent travailler avec nos élèves et avec nos équipes sur l'oralité, ce qui permet aussi de faire un tremplin pour le chef-d'œuvre et présenter l'oral au chef-d'œuvre. Voilà. Très bien. Alors, le dernier dans cette partie-là, c'est ramener les enfants du voyage à l'école par l'adaptation du parcours des élèves et la valorisation des compétences construites dans le cercle familial. Oui, je représente donc M. Guillaume, qui est directeur en charge du CASLAV. Donc il s'agit d'une réflexion suite à un groupe de travail sur comment amener les filles, enfants issus des familles itinérantes et voyageurs au collège, par différents biais, notamment la légitimation des compétences qui sont transmises au sein des familles. Une réflexion aussi sur comment amener les jeunes filles vers le collège avec des ateliers transgénérationnels. Et puis, bien entendu, toute une réflexion sur l'adaptation des parcours et comment s'adapter à la discontinuité scolaire et reconnaître, bien entendu, tout ce qui concerne les valeurs familiales. Avec quelque chose de très important que vous avez dit, c'est qu'au collège, on perd les jeunes filles. Tout à fait. Donc, comment arriver à les conserver et à les amener à... Alors... Je vais essayer de pas me tromper de page, hein, c'est bien celle-là. Voilà. Alors ensuite, la vie à apprendre ensemble, donc apprendre une langue vivante au rythme de la culture du pays, la classe germanique au collège Beaumarchais à Meaux. Donc c'est une classe qui a été à l'initiative du professeur d'allemand, qui travaille beaucoup avec l'enseignante en Allemagne. Donc déjà, il y a ce lien-là avec l'enseignante en Allemagne. Et on s'est mis au rythme allemand, c'est-à-dire qu'ils ont tous leurs cours principaux, on va dire, entre guillemets, le matin. Ils ont les cours de sciences aussi, sur 1h30 de temps, donc ça permet aussi d'expérimenter ça. Ensuite, à la fin de leur cours, ils ont fini tous leurs cours à 15h30 et 26h à 15h30. Ils ont une demi-heure de devoirs faits tous les jours, et après, ils ont des projets pédagogiques et culturels, artistiques, qui reprennent tout le travail qui a été fait en place, avec les enseignants, en liaison avec des associations de la commune. D'accord. Et les élèves progressent? Pour l'instant, ils sont contents. Bon. C'est déjà pas mal. Les parents étaient plutôt... On a fait une réunion début d'année parce que les parents étaient un peu inquiets du nombre d'heures que leurs enfants passaient au collège. Au final, ils se sont rendus compte qu'ils ne passaient pas plus de temps au collège, mais qu'ils avaient moins d'heures de trou. Et le fait qu'ils fassent beaucoup de projets pédagogiques, ça leur a bien plu en fait au final. Et oui, ils travaillent tous. Il y a moins de remarques sur... il n'y a aucun problème de comportement dans ces classes. Alors qu'on a des élèves qui pourtant l'année dernière en posaient. Et on a moins de remarques d'élèves qui ne travaillent plus, puisqu'ils font leur devoir au collège, ça aide aussi. Et donc, devoir fait, c'est obligatoire pour tout le monde? Oui. Bon, très bien. Et les projets pédagogiques aussi. Je pars de l'idée que devoir fait, c'est sur la base du volontariat obligatoire. On leur a dit que c'était pas obligé, mais que s'ils n'y allaient pas, il y a quand même des trucs qu'ils n'allaient pas avoir. Donc, tant mieux. Tant mieux, très très bien. Bon, réaménager les espaces de classe avec flexibilité, développer la coopération, je peux le dire à Montreuil. Personne. Bon, donc je suppose que c'est le travail sur le mobilier de classe qui permet d'avoir une approche différente et de reconstituer des groupes avec un mobilier à roulettes adapté qu'on déplace et qui permet de faire des îlots et de s'adapter au travail de la classe. Associé aussi à une réflexion autour de des neuroéducations pour articuler les deux et donc modifier les scénarios pédagogiques choisis par les enseignants.
Alors, une classe multi-âge pour faire progresser les élèves en lecture et développer leur autonomie. C'est comme Saint-Exupéry à Villeneuve-Saint-Georges. Alors, je suis inspectrice de la circonscription. C'est dans le cadre des dispositifs 100% réussis. Donc, on a 3 groupes, un groupe de CP et un groupe de C1 qui travaillent ensemble sur 2 espaces classes. Là, on a une classe flexible avec du mobilier, mais qui n'est pas du mobilier très récent, puisque la municipalité n'est pas en capacité d'investir. Mais par contre, cette façon de travailler qu'ont les 3 enseignantes permet une individualisation et du coup permet aux élèves de CP qui sont déjà lecteurs de pouvoir progresser, parce qu'on en a quelques-uns qui rentrent vraiment déjà dans la lecture, et puis les élèves de C1 qui ont rencontré des difficultés à la suite des évaluations de C1, de revenir sur des compétences de CP. Voilà. Et donc ça fait progresser les élèves. Alors, oui. On espère. Le projet avait déjà été lancé par 2 enseignantes l'année dernière. Et étonnamment, alors qu'on voit des élèves qui se déplacent un petit peu partout, qui sont très autonomes avec un projet individuel, on dit, quand on va dans la classe, on dit mais est-ce qu'ils sont vraiment au travail? Et en fait, on s'installe avec eux et on s'aperçoit qu'ils sont déjà dans la lecture. Et c'est assez étonnant, on a parlé tout à l'heure avec cette collaboratrice qui est venue dans la classe, on a déjà des élèves au mois d'octobre qui sont dans la lecture, donc on espère que ça va leur permettre de continuer à progresser. Très bien. Alors, concevoir un projet de transformation du territoire par le numérique, Rosen, ça veut dire quoi? Ce projet s'inscrit en fait dans le cadre de la transformation du territoire 93 au niveau du secteur Jeux Olympiques, le village olympique, qui va subir en 5 ans, moins de 5 ans, une transformation qui aurait dû avoir lieu sur 20 ans en fait. Et donc du coup une population qui est complètement bouleversée par ce territoire, par ce changement territorial. Et donc du coup l'idée s'inscrit dans un travail de recherche du laboratoire ERI qui travaille sur la capacitation des populations en fait sur un territoire. Donc, on essaie de faire un territoire apprenant. Et donc on éduque les jeunes du 3e, enfin de collège, mais aussi on essaie de travailler avec les écoliers et de lycée, public, pour qu'ils soient en capacité de connaître ce territoire, pour voir sa transformation, l'accompagner et finalement devenir les personnes qui seront les plus compétentes sur ce territoire et ayant vu cette transformation. Alors comment on fait? On utilise un jeu numérique qui s'appelle MindTest, qui est un jeu libre, sur lequel les élèves vont reconstituer d'abord leur établissement, un collège, un lycée, une école, et puis alors à base de briques numériques en fait, c'est un jeu qui est comme ça, et on travaille donc avec un partenaire qui s'appelle l'IGN qui nous a fourni l'ensemble de la cartographie du territoire en fait intégrée dans le jeu numérique. Et puis au fur et à mesure, donc, des promenades de quartier, des études en économie ou en histoire, ils vont reconstituer leur quartier, puis leur ville, et puis le village olympique. Et puis surtout voir comment ce village va pouvoir se transformer après les Jeux Olympiques en des espaces réutilisables, si possible communs pour la population, que les élèves qui auront donc grandi seront en capacité de refaire fonctionner, de transformer, réélaborer, etc. Avec certains d'entre eux dont les familles habiteront dans les immeubles du village olympique. Absolument. C'est ça l'objectif. Donc, beaucoup de coopération, beaucoup de numérique. La durée, c'est une grande difficulté du projet. Ça s'inscrit. L'idée, c'est de présenter une expo juste avant les Jeux Olympiques, qui sera à la fois numérique et réelle, avec des vraies maquettes. Donc voilà, on s'inscrit dans la durée. Donc le but, c'est de faire comprendre aux élèves qui vont constituer un package de compétences très nombreuses, disciplinaires mais aussi comportementales et numériques, et qui vont pouvoir accompagner cette transformation de ce territoire et se faire embaucher par l'ensemble des employeurs qu'il y aura sur ce territoire. Qui deviennent acteurs aussi de ces projets. Acteurs, citoyens, c'est un projet pour ceux qui ne sont pas de la Seine-Saint-Denis, la transformation de la Seine-Saint-Denis par les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque on a sur le village olympique, on a actuellement un chantier absolument énorme
Et il y a toute une série d'infrastructures qui sont en train de se construire ailleurs, plus que le réseau des gares du Grand Paris Express. Donc on est en train de transformer totalement le paysage. Alors, le stage de découverte professionnelle par le numérique pour vivre une immersion et donner du sens au parcours à vie et citoyen, c'est le collège Nicolas Justin à la Maison à l'école. Bonjour, bonsoir plutôt. Donc voilà, l'idée en fait, c'était que tous les élèves n'ont pas la même chance d'effectuer un stage, on va dire, très intéressant. Et du coup, donc, j'avais cette idée déjà d'essayer de permettre aux élèves de vivre différemment ça. Et donc j'ai été, par l'intervention de l'ingénieur pour l'école, mis en relation avec une entreprise, donc Ferrero Rocher, et du coup on a pu organiser donc un stage à distance, en sachant que c'est tombé sur l'année du Covid, et qu'effectivement il y a beaucoup d'élèves qui ont vu leur stage annulé. Ça a permis du coup de fédérer tous ces élèves sans solution et de pouvoir découvrir, travailler toute une semaine, chaque jour un programme, et de vivre une expérience très intéressante et enrichissante, avec une valorisation qui a eu lieu 2-3 mois plus tard, avec un échange. Donc les personnes de l'entreprise sont venues directement au collège, et donc il y a pu avoir un partage d'expérience et de réflexion sur l'orientation. Donc un parcours découverte sans bouger du collège. C'est ça. Bon. Et puis le 21e, c'est le lycée Germaine-Tillon et le collège Guy Villejuif. C'est construire à un niveau systémique la formation des enseignants pour interroger les gestes professionnels. Alors comment on fait ça? Bonjour. Monsieur Nard, moi je suis le nouveau proviseur du lycée Germaine-Tillon. Donc j'ai la chance de pouvoir y être depuis cette année. C'est un lycée qu'on appelle lycée innovant de l'académie, qui travaille à Cacardie depuis maintenant 3 ans. Très longtemps, puisqu'il y a le micro-lycée. Ouais, voilà, 6 ans. Et en renouvellement, donc cette année, pour encore 3 ans. On a la chance dans mon établissement d'avoir justement, vous en parlez du micro-lycée. Et on s'appuie effectivement beaucoup sur le micro-lycée qui est à même de promouvoir des pédagogies très différenciées, personnalisées. Et la chance qu'on peut avoir dans cet établissement-là, c'est qu'on a des enseignants qui sont sur les deux structures, c'est-à-dire sur le lycée général et sur le micro-lycée. Et le fait qu'ils soient sur les deux structures, ça c'est important, ça permet justement de pouvoir diffuser et de systématiser les pédagogies qu'ils mettent en place au sein de l'établissement. C'est pour ça qu'on parle de pédagogie systémique ou de projet systémique, parce que ça concerne tous les niveaux, ça concerne tous les enseignements. À chaque fois qu'il est mis en place un projet, il est diffusé sur l'ensemble de l'établissement au niveau des élèves, et surtout implique à chaque fois tout l'établissement. On a la chance aussi avec la politique qu'on a des heures qu'on a de nos heures disponibles, de pouvoir mettre en place des concertations. C'est une spécificité de l'établissement et qu'on a réussi à mettre en place bien sûr avec l'aide de l'Acadie, systématiser des concertations tous les vendredis de 15h30 à 17h15, 17h30, des réunions pédagogiques un peu dans l'esprit de ce qui se passe dans les collèges REP+, à savoir que tous les enseignants, mais tous, se réunissent, se concertent systématiquement tous les vendredis pour faire un point régulier sur la pédagogie et qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on le fait et qu'est-ce qu'on peut systématiser ou pas. Voilà. Donc, et avec le fait que ceux qui sont micro-lycées font bénéficier les autres de leur expérience pédagogique et ça transfuse sur l'ensemble des établissements. Complètement. Et c'est ça, c'est la richesse de cet établissement, c'est d'avoir le micro-lycée qui puisse justement permettre cet échange régulier. Très bien. On est arrivé au 21e. Voilà, qui est un peu dans la même démarche au niveau du collège. Un peu sur la même démarche, cependant nous on se situe bien en amont, puisque là on est au début de la séquence, puisque le collège expérimental vient de venir depuis le 1er septembre. Donc la démarche est un petit peu celle qui m'a décrit le collège, à savoir comment est-ce qu'on crée un collectif
d'enseignants, mais pas uniquement, ça veut dire uniquement associant tous les personnels, partant du principe que des enseignants qui se forment et qui réfléchissent ensemble, ce sont des élèves qui au final progressent. C'est ce qui nous est quand même demandé, et c'est concomitant avec les conclusions du Grenelle de l'éducation qui ont mis en avant pour une de leurs conclusions que le travail d'équipe et la concertation entre différents personnels était un facteur clé de réussite. Donc la question, celle sur laquelle nous travaillons, donc on est un petit peu en décalage par rapport au lycée qui vient d'être évoqué, on n'a pas de micro-lycée, bien évidemment. Cependant, c'est comment est-ce qu'on crée ce collectif-là, comment est-ce que finalement on se rend compte que, comment est-ce qu'on amène les gens à penser au-delà de leur classe, mais aussi au-delà de leur service, je pense aux gestionnaires, je pense à la CPE, etc. Comment est-ce qu'on pense de façon systémique pour se saisir de problématiques qui sont éminemment transversales? La question du climat scolaire, la question de la communication non violente, la question de la médiation, enfin, il y a énormément de questions qu'on ne peut aborder que de façon très parcellaire à l'aune de sa classe. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là avec les enseignants et les membres de l'équipe, comment est-ce qu'on les amène à réfléchir ensemble et se rendre compte qu'au final, si on réfléchit tous ensemble, les élèves progressent, et donc comment on aménage ça matériellement par l'organisation des emplois du temps et des temps de concertation et de réfléchir à ce que c'est qu'une concertation. C'est comme une équipe de foot, c'est pas une addition d'individualité, c'est un collectif. C'est exactement ça. Bon, la question étant de comment on construit c'est un mauvais exemple. Bon. Voilà. Et comment on engage finalement des équipes dans une posture réflexive qui devient un peu mécanique et automatique et qui fait qu'ils vont avancer progressivement seuls, parce que c'est... Comment ils se saisissent eux-mêmes de questions pour après avoir bénéficié de l'accompagnement pour pouvoir avoir des éléments de réponse et progresser en ce sens dans une direction qu'ils auront eux-mêmes fixée, avec la question de l'accompagnement par l'équipe de direction et donc la question du pilotage aussi sur un mode un peu plus horizontal. Mais c'était pas une blague que je parle de foot. Je pense que ce qui sera intéressant dans la formation des cadres, à un moment, c'est d'avoir un entraîneur de Ligue 1 qui raconte comment il arrive à créer du collectif. Ça serait extrêmement intéressant. Ça peut être un entraîneur de hand aussi. C'est des contacts. Dans le foot ou dans le hand? Et tous les sports collectifs. Voilà. Alors, j'ai fait les 21. Oui. Sauf erreur de ma part, je suis né pour un deuxième projet à Bagnolet, avec le collège travail. Oui, on les a mêlés, effectivement. D'accord, parce que du coup, j'ai parlé que de... Oui, mais allez-y. Parce que du coup, il y a un deuxième projet avec l'autre collège, qui du coup, celui-là avec M. Serge Boimard, qui est une formation de départ commune au collège de CM2 et au collège, avec ce qu'il appelle le nourrissage culturel et l'idée d'apprendre à argumenter et à débattre ensemble. Tout ça dans l'idée de départ, c'était travailler le climat scolaire autrement, puisque c'était ce qui posait problème au collège. Et nous, en fait, le premier degré, on s'est inséré, on a proposé de faire quelque chose sur les premiers et deuxième degrés, et ils nous ont accueillis dans ce projet. C'est comme ça que c'est passé. Très bien. Voilà, on a fait les 21. Tout à fait. On passe au 22e. Bah écoutez, on vous écoute. Le Et le 23e Oui, le 22e, c'est quoi? On a créé à la rentrée le parcours préparatoire au professorat des écoles. C'est quoi cette dette-là? Eh bien, c'est à partir de l'idée que pour préparer le métier de professeur des écoles, eh bien, on peut avoir une classe prépa. Ça n'existait pas. Et il y a 24 académies qui ont créé, dont Créteil. Et ce matin, au lycée Langloum, eh bien, il y avait le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur pour rencontrer les profs et les élèves. 1200 candidats sur Parcoursup pour 30 places. 1200 candidats. Et le dernier qui a été pris, il était 212e. Et ils viennent d'horizons extrêmement différents, socialement parlant. Ils viennent de toute l'île de France. Ils viennent d'enseignements de spécialité qui sont complètement hétérogènes. Et en 6 semaines, avec leurs enseignants, ils ont réussi à créer un collectif. Un vrai collectif de travail. Ceux qui sont forts en maths aident ceux qui ne sont pas forts en maths, etc. Et le principe de la formation, eh bien, c'est première année, les 3 quarts au lycée, 1 quart en sciences de l'éduc à l'université, à l'UPEC. La deuxième année, c'est 50-50. La troisième année, c'est 25-75, 25 au lycée, 75 à l'université. Et ils ont, sur les 3 années, 9 semaines de stage dans les écoles, un stage au cycle 1, un stage au cycle 2, un stage au cycle 3,
plus la troisième année, eh bien, un séjour à l'étranger dans une école pour découvrir le système éducatif d'autres pays. Bon. Et donc, les professeurs qui sont là sont extrêmement investis et travaillent ensemble entre professeurs à l'université en sciences de l'éduc et professeurs de lycée. Voilà. C'est un beau sujet et ça mérite d'aller voir. Ça mérite d'aller. Et puis le 23e, il s'est créé un lycée à Pierrefitte, un nouveau lycée qui est superbe. Il fonctionne avec pour l'instant 250 élèves, parce qu'il n'y a que les secondes qui sont entrés. Quand on visite le lycée, c'est assez magnifique. Et ce lycée, il est situé à 1 km de l'ancienne université Paris 13, devenue Sorbonne Nord. Et donc, la question, c'est à partir d'un nouveau lycée, comment on peut faire un Bac-3, Bac+3 totalement innovant. Et donc, ça pose la question, à ce moment-là, de voir, alors, vous allez voir, ça va être compliqué à mettre en œuvre. On m'a dit que j'y arriverais pas, ça m'a motivé. C'est d'avoir des enseignants qui soient à la fois sur le lycée et sur l'université. Mi-service au lycée, mi-service à l'université. Alors, on m'a dit, ça questionne, à partir de là, la place des professeurs agrégés dans l'enseignement, parce qu'on ne sait plus si les professeurs agrégés sont destinés à faire de l'enseignement secondaire ou à faire le premier cycle, la licence à l'université. Donc là, le but du jeu, eh bien, c'est de créer un système dans lequel ils soient affectés sur poste à profil, à la fois sur l'université et sur le lycée. Alors on me dit que j'y arriverai pas. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit au ministère qu'il fallait changer le statut des agrégés. Je n'ai pas le temps d'attendre pour changer le statut des agrégés, hein, ça fait 10 ans. Ah, bon, donc je suis un peu fâché. C'est pas le même BOP. Hein. Le BOP pour payer les enseignants du second degré, c'est 141. Le BOP pour payer les enseignants du supérieur, c'est 150. C'est pas la même définition de service. Les agrégés et les certifiés, ils sont sur du service hebdomadaire. À l'université, on est sur du service annuel. Donc tout ça, c'est autant d'obstacles. Sauf qu'on va les contourner, les obstacles. Hein. Et j'ai avec moi le président de l'université qui est tout à fait d'accord pour monter quelque chose. Le but du jeu, c'est de se dire, ben voilà, si on a, c'est un peu comme la liaison CM de 6e, ou la liaison 3e seconde. Si on a des jeunes qui découvrent ce qu'est l'université avec des professeurs agrégés dès le lycée, eh bien peut-être qu'ils réussiront mieux à l'université, où je vous rappelle que le taux d'échec en première année reste quelque chose de très 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 élevé. Donc c'est le 23e. Voilà, je signerai moi-même avec moi-même sur les projets 22 et 23. Voilà, alors c'était un bon moment, hein. Cet échange, ça fait un peu rayon Tupperware. Bon, maintenant, le rôle de l'école académique de formation continue que pilote Marie-Laure Debu, c'est vraiment avec sa petite tête de faire que tout ce que vous avez là et qui est fabuleux, avec l'aide des collaborateurs de la CARDI, eh bien, ça puisse se diffuser ailleurs, hein, de telle façon que, eh bien, on puisse avancer sur toutes ces questions-là.